Je m'appelle Matthew, j'ai 35 ans, et le bruit de la paume de ma belle-mère frappant le visage de mon fils de 8 ans est quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant de vous raconter comment 6 petits mots ont fait chuter une dynastie et coûter à une femme cruelle son domaine de plusieurs millions de dollars, dites-moi d'où vous écoutez dans les commentaires. Je veux savoir qui est avec moi dans cette histoire. Cela a commencé sur le parking. Cela aurait dû être mon premier avertissement. Le domaine Sterling dans le Connecticut est le genre d'endroit qui vous fait vous sentir petit rien qu'en le regardant. Des portails en fer, des pelouses impeccables qui semblent avoir été coupées avec des ciseaux à ongles, et une maison principale qui ressemble plus à un musée qu'à un foyer. Nous sommes arrivés dans ma berline de 4 ans. C'est une bonne voiture, fiable, sûre. Je l'ai payée le mois dernier, et j'en étais fier. Mais alors que je me garais près de la fontaine, le moteur a rugi derrière nous. Une Rolls-Royce Ghost, élégante et argentée, s'est garée juste à côté de moi, si près que je pouvais à peine ouvrir ma porte. Le conducteur s'en moquait, c'était Julian Sterling, le jeune frère de ma femme. Il avait 30 ans, portait un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, et souriait comme s'il possédait le monde, ce qui dans son esprit, était le cas. Et, Matt, a appelé Julian, sans même me regarder en jetant ses clés au voiturier. Essaie de ne pas rayer la peinture avec cette porte. D'accord. Cette chose vaut plus que ta police d'assurance vie. J'ai serré les mâchoires, mais je n'ai rien dit. J'ai regardé ma femme, Sarah. Elle se recroquevillait déjà. Ses épaules se sont voûtées. Sa tête s'est baissée. Nous n'étions même pas encore entrés. Et elle était déjà terrifiée. C'était le pouvoir de la famille Sterling. Ils n'avaient pas seulement de l'argent. Ils avaient une façon de faire en sorte que tout le monde se sente comme de la boue. Ignore-le, lui ai-je murmuré, en lui serrant la main. Nous sommes là pour Thanksgiving. Nous mangeons, nous endurons, nous partons pour Léo. Léo, mon fils, était sur le siège arrière, serrant son carnet de croquis. C'était un enfant calme, sensible, le genre de garçon qui sauverait une araignée plutôt que de l'écraser. Il détestait venir ici. Il savait, même à 8 ans, qu'il n'était pas le bienvenu. « Est-ce qu'on doit y aller, papa ?» a-t-il demandé, ses grands yeux bruns me regardant dans le rétroviseur. « Juste pour quelques heures, mon pote, ai-je dit, affichant un visage courageux. Ensuite, nous pourrons rentrer à la maison et faire notre vrai Thanksgiving. Pizza et film. » Il a un peu souri à ça. D'accord, pizza et film. Nous sommes entrés. La maison sentait les bougies chères et l'argent ancien. Eleanor Sterling, ma belle-mère, nous attendait dans le hall. Elle avait 68 ans, mais elle en paraissait 50 grâce aux meilleurs chirurgiens esthétiques de New York. Elle portait des perles probablement plus anciennes que le pays et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Sarah » a-t-elle dit, offrant une joue froide pour un baiser. « Tu as l'air fatiguée. Tu travailles toujours à ce petit boulot ?» Sarah était bibliothécaire. Elle aimait ça. Mais pour Eleanor, tout ce qui n'impliquait pas de réunion de conseil d'administration ou de gala de charité était un petit boulot. « C'est bon de vous voir, maman » a dit Sarah, sa voix à peine un murmure. Eleanor s'est tournée vers moi, son regard a balayé mon costume, trouvant chaque fil lâche, chaque imperfection. « Matthew, je vois que vous portez toujours ce charmant ensemble. »« Joyeux Thanksgiving, Eleanor » ai-je dit, gardant ma voix stable. Puis elle a regardé Léo. Son expression ne s'est pas adoucie. Elle s'est durcie. Et le garçon, essayez de l'empêcher de casser quoi que ce soit cette fois, voulez-vous? Le vase dans le couloir est de la dynastie Ming. Salut, grand-mère, a dit Léo, regardant ses chaussures. Elle ne lui a pas répondu. Elle s'est juste tournée et est entrée dans le grand salon. Le dîner est dans 20 minutes. Ne soyez pas en retard. Le dîner était un désastre en puissance. La salle à manger était dressée pour 20 personnes. Verre en cristal, couvert en argent, assiette en porcelaine bordée d'or. C'était beau, froid et terrifiant. Je me suis assis à côté de Sarah. Léo était de mon autre côté. Le reste de la table était rempli de parents Sterling. Tantes, oncles, cousins, tous bruyants, tous riches, tous nous ignorants. Arthur Sterling, mon beau-père, était assis en bout de table. C'était l'ombre d'un homme. Il m'a fait un signe de tête une fois,
un mouvement rapide et nerveux du menton avant de plonger son nez dans son verre de vin. Il ne tenait jamais tête à Eleanor. Jamais. Les ennuis ont commencé quand Léo s'est levé pour aller aux toilettes. Quand il est revenu, il était confus. La table était bondée. Les gens avaient déplacé des chaises pour parler, et il avait perdu ses repères. Il a vu une chaise vide près du bout de la table. C'était une grande chaise ornée, avec un revêtement en velours. Elle avait l'air confortable, innocente. Léo y est monté. La pièce est devenue silencieuse. C'est arrivé si vite que je n'ai pas pu l'arrêter. Le bavardage a cessé instantanément. Les fourchettes se sont arrêtées à mi-chemin des bouches. Tous les regards se sont tournés vers le bout de la table. Eleanor s'est levée. Elle n'était pas juste en colère. Elle tremblait. Descends, a-t-elle sifflé. Léo s'est figé. Il a regardé autour de lui, les yeux écarquillés, terrifié. Quoi? C'est la chaise d'Harold, a crié Eleanor, sa voix se brisant comme un fouet. C'est la chaise du patriarche. Comment oses-tu, petit, maman, il ne savait pas, a plaidé Sarah, se levant. C'est juste un enfant. Il sait, a hurlé Eleanor, pointant un doigt manucuré vers mon fils. Il sait qu'il n'a pas sa place ici. Il l'a toujours su. Regardez-le. Ce n'est pas un sterling. C'est du sang de bâtard. Du sang de bâtard. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme une fumée toxique. Mon sang s'est glacé. J'ai commencé à me lever pour atteindre mon fils, mais Eleanor était plus proche. Elle s'est déplacée plus vite que je ne l'aurais cru possible pour une femme en talons. Elle a tendu la main et a attrapé le bras de Léo, le tirant. Sors de cette chaise. Léo a essayé de descendre en se débattant, mais il était emmêlé dans la nappe. Il a glissé. Et puis elle l'a giflé. C'était un son sec et claquant, plus fort que le silence. Sa paume a frappé durement sa joue. Léo a halté. La force du coup l'a déséquilibré. Il est tombé de la chaise et a heurté le parquet en bois avec un bruit sourd. Léo, a hurlé Sarah, mais elle n'a pas bougé. Elle est restée là, les mains sur la bouche, paralysée par une vie entière de peur. J'ai bougé. J'ai traversé la pièce en deux enjambées. Je me suis agenouillé à côté de mon fils. Il était recroquevillé, tenant son visage. Il ne pleurait pas. C'était le pire. Il était trop effrayé pour pleurer. Il tremblait, son petit corps vibrant contre le sol. C'est bon, ai-je murmuré, le serrant dans mes bras. Je te tiens. Papa est là. J'ai regardé son visage. Une empreinte de main rouge apparaissait déjà sur sa peau pâle. Je me suis levé, soulevant Léo avec moi. Il a enfoui son visage dans mon cou, se cachant d'elle. La pièce était silencieuse. Arthur regardait son assiette. Julien souriait, vraiment souriait en sirotant son vin. Les tantes et les oncles ont détourné le regard, faisant semblant de ne pas avoir vu une grand-mère agresser son petit-fils. J'ai regardé Eleanor. Elle était là, respirant difficilement, lissant sa robe. Elle n'avait pas l'air désolée. Elle avait l'air juste. Il m'a provoqué, a-t-elle dit, sa voix calme comme la glace. Il a besoin d'apprendre sa place. Vous, les gens, vous pensez que vous pouvez simplement entrer ici et prendre ce que vous voulez? C'est ma maison, ma famille. Sarah pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Maman, comment as-tu pu? Arrête de pleurnicher, Sarah, a claqué Eleanor. Contrôle ton mari et ton enfant, ou pars. J'ai confié Léo à Sarah. Emmène-le à la voiture, ai-je dit doucement. Matt, partons, a murmuré Sarah, me tirant le bras. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Emmène-le à la voiture, Sarah. Elle a regardé mon visage et a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle a hoché la tête, a pris Léo et a couru hors de la pièce. Je me suis tourné vers Eleanor. Elle me regardait avec le même dédain qu'elle m'avait montré le jour de mon mariage, comme si j'étais de l'aide, comme si j'étais de la boue. Eh bien, a-t-elle dit, haussant un sourcil. Allez-vous vous excuser pour son comportement? J'ai tendu la main vers la poche intérieure de ma veste. J'avais porté une enveloppe toute la soirée.
C'était censé être une surprise pour plus tard. Une notification légale que j'avais reçue ce matin-là, quelque chose que je ne savais pas comment gérer. Mais maintenant je savais exactement comment la gérer. Je me suis approché d'elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'étais complètement, terriblement calme. J'ai posé l'enveloppe sur la table, juste à côté de son assiette en porcelaine. Mon avocat est déjà impliqué, ai-je murmuré 6 mots. Eleanor m'a regardé fixement. Elle a cligné des yeux. Quoi? Vous m'avez entendu, ai-je dit, ma voix assez basse pour que tout le monde doive se pencher pour écouter. Vous pensez que vous pouvez frapper mon fils? Vous pensez que vous pouvez l'appeler un bâtard? Vous pensez que votre argent vous protège? Je me suis penché plus près. Cette enveloppe n'est pas une poursuite pour la gifle, Eleanor. Ce n'est que l'apéritif. Ouvrez-la. Ses mains tremblaient en la saisissant. Elle a sorti le papier. C'était une seule feuille. Une notification d'un audit. Une notification d'une rupture de confiance. Elle a lu la première ligne. Son visage est devenu blanc. La couleur s'est drainée si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. L'assiette qu'elle tenait, une antiquité valant probablement $20 000, a glissé de son autre main. Crash! Elle s'est brisée en 1 million de morceaux sur le sol. Vous, a-t-elle murmuré. Où avez-vous eu ça? J'en ai fini d'être poli, Eleanor, ai-je dit. Et j'en ai fini avec vous. Je me suis tourné vers le reste de la pièce. Profitez de votre dinde. C'est le dernier repas que vous mangerez dans cette maison. Je suis sorti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi. J'entendais les murmures commencer, mais je m'en fichais. Je suis monté dans la voiture. Sarah était sur le siège arrière avec Léo, le serrant fort. Léo pleurait maintenant, des sanglots doux et déchirants. Tu l'as frappé, a demandé Sarah, terrifiée. Non, ai-je dit, démarrant le moteur. J'ai fait quelque chose de pire. Que as-tu fait? J'ai regardé le manoir Sterling dans le rétroviseur alors que nous partions. J'ai commencé une guerre. Le trajet de retour à la maison fut silencieux, le genre de silence lourd, comme l'air avant un orage. Léo s'était endormi dans son siège auto, épuisé par le traumatisme. Sa joue était enflée, une ecchymose sombre et laide se formant là où la bague d'Eleanor avait frappé sa peau. Chaque fois que je regardais dans le rétroviseur et voyais cette marque, ma prise sur le volant se serrait jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Sarah regardait par la fenêtre. Elle n'avait pas dit un mot depuis que nous avions quitté le domaine. Sarah, ai-je dit doucement. Elle a tressailli. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Je n'arrive pas à croire que je l'ai laissé faire ça. Tu ne l'as pas laissé, ai-je dit fermement. Tu t'es figé en réponse à un traumatisme. Elle te fait ça depuis toujours. Elle l'a appelé un bâtard, a murmuré Sarah, sa voix se brisant. À cause de moi. Parce que je t'ai épousée. Non, ai-je dit, parce qu'elle est méchante. Il y a une différence. Nous sommes entrés dans notre allée. Notre maison était petite, une modeste maison de 3 chambres en banlieue. Ce n'était pas un manoir, mais c'était la nôtre. Ou du moins, je le pensais. Cette nuit-là, après avoir couché Léo et lui avoir mis une compresse de glace sur le visage. Je me suis assis à la table de la cuisine avec les documents dont j'avais gardé des copies. Sarah était assise en face de moi, serrant une tasse de thé qu'elle ne buvait pas. Matt, a-t-elle dit, qui avait-il dans cette enveloppe? Tu as dit que ton avocat était impliqué. Quel avocat? J'ai pris une profonde inspiration. Evelyn Vance. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. L'avocate de grand-père Harold. Je pensais qu'elle avait pris sa retraite il y a des années. Elle l'a fait, ai-je dit. Mais elle est revenue pour ça parce qu'elle a trouvé quelque chose, Sarah. Ou plutôt, quelque chose l'a trouvé. J'ai fait glisser un papier sur la table. C'était un relevé bancaire. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel de la banque, ai-je expliqué. Ils ont signalé une transaction sur le Harold Monroe Educational Trust, celui que ton grand-père avait créé pour les études de Léo. Sarah a hoché la tête. Maman gère ça. Elle a dit qu'elle l'investissait dans des obligations pour le garder en sécurité.
Elle a menti, ai-je dit. Sarah a regardé le papier. Ses yeux ont parcouru les lignes. La confusion s'est transformée en horreur. Ceci dit que le solde est de 12 000 $, a-t-elle balbutié. Il était censé être de plus de 150 000 $. Où est le reste? Regardez les retraits, ai-je dit, montrant les sections surlignées. 12 septembre, 35 000 $. Entrepreneur rénovation cuisine. 4 octobre, 12 000 $. Hermès Paris. 1er novembre, 50 000 $. Transfert à Joès Personnel. Joès, a demandé Sarah. Julien, ai-je dit, continuez à lire. 15 novembre, 20 000 $ d'acompte. Importation d'automobiles exotiques. Elle a acheté une voiture à Julien, a murmuré Sarah. Avec l'argent des études de Léo. Pas juste une voiture, ai-je dit, ma voix froide. J'ai fait quelques recherches. Cet acompte était pour une Lamborghini Urus. Une jaune. Elle est garée dans leur garage en ce moment. Sarah a mis sa main sur sa bouche. Oh mon Dieu, il y a plus. Regardez la ligne du bénéficiaire, ai-je dit. Elle a regardé. Statut. Modifié. Bénéficiaire supprimé. Léo Matthew Sterling. Motif, non ligné, pas de sang direct. Elle l'a exclu de la fiducie, ai-je dit. Elle l'a effacé, Sarah, tout comme elle a essayé d'effacer ton frère, Marcus. Sarah m'a regardé, des larmes coulant sur son visage. Marcus. Elle fait exactement la même chose, ai-je dit. Elle a coupé les ponts avec Marcus parce qu'il a épousé Kesha. Maintenant, elle coupe les ponts avec Léo parce que c'est mon fils. Parce que je ne suis pas ce qu'elle appelle l'aristocratie. Parce que j'ai grandi en foyer d'accueil. Elle a toujours détesté ça, a admis Sarah, sa voix tremblante. Elle me l'a dit le jour de notre mariage. Elle a dit que j'étais une marchandise défectueuse, que je souillerais la lignée familiale. J'ai ressenti une vive douleur dans ma poitrine. Mais je l'ai repoussée. Eh bien, cette marchandise défectueuse vient de découvrir qu'elle a volé près de 200 000 $ à un mineur. C'est un crime grave, Sarah. C'est la prison. Sarah avait l'air terrifiée. Matt, tu ne peux pas envoyer ma mère en prison. Cela détruira la famille. La famille est déjà détruite. J'ai claqué ma main sur la table. Elle a giflé notre fils. Elle a volé son avenir pour acheter un jouet à son petit prince. Quelle famille protèges-tu, Sarah? Celle qui te traite comme une servante? Celle qui traite ton fils comme un chien errant? Sarah s'est recroquevillée. Elle est puissante, Matt. Tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle a des relations. Des juges, des politiciens. Si nous la combattons, elle nous écrasera. Laisse-la essayer, ai-je dit. J'ai Evelyn Vance et j'ai autre chose. Quoi? J'ai la vérité. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de l'utiliser. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé la rue sombre. Je me souviens quand nous nous sommes mariés, ai-je dit doucement. J'ai signé ce contrat de mariage, celui qu'elle m'a fourré sous le nez 5 minutes avant la cérémonie. Je l'ai signé parce que je t'aimais. Je l'ai signé parce que je me fichais de son argent. Je voulais juste une famille. Je me suis tourné vers Sarah. J'ai grandi sans une. Tu te souviens, de foyer en foyer. Je me suis promis que lorsque j'aurais un enfant, il ne se sentirait jamais mal aimé. Il ne se sentirait jamais mal à l'aise. J'ai pointé l'étage vers la chambre de Léo. Ce soir, mon fils m'a demandé pourquoi grand-mère le déteste. Il m'a demandé si c'était sa faute. Sarah sanglotait. Je ne le laisserai pas se sentir comme ça, ai-je dit, pas un jour de plus. Demain, je déposerai une pétition pour la destituer de son rôle de fiduciaire. Je la poursuivrai pour le remboursement des fonds et je porterai plainte pour agression. Sarah a essuyé ses yeux. Elle a regardé les documents, puis moi. Je pouvais voir la guerre en elle. La peur de sa mère contre l'amour pour son fils. Elle viendra nous chercher, a murmuré Sarah. Elle essaiera de tout prendre. Elle m'a menacé une fois. Il y a des années, elle m'a dit que si jamais je m'opposais à elle, elle s'assurerait que je me retrouve sans rien.
Exactement comme Marcus. Laisse-la venir, ai-je dit. Nous ne sommes pas Marcus. Nous savons ce qu'elle est maintenant. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré sur la table. Il était tard, après minuit. Je l'ai décroché. Un message d'un numéro inconnu. Revoyez votre contrat de travail. Clause de turpitude morale. Article 4. Vous voudrez peut-être commencer à chercher un nouvel emploi. Une photo était jointe. Une photo de moi quittant le domaine Sterling plus tôt ce soir-là, prise par une caméra de sécurité. Qui est-ce? A demandé Sarah. C'est Julien, ai-je dit, en lui montrant le téléphone. Il menace mon emploi. Je travaillais comme architecte paysagiste pour une entreprise qui faisait beaucoup d'affaires avec le cercle Sterling. Eleanor avait de l'influence. Tu vois, a crié Sarah. Ça commence. Matt, s'il te plaît. On pourrait peut-être négocier. Si on s'excuse, s'excuser. Je l'ai regardé, stupéfait. Pourquoi? Pour que le visage de notre fils serve de punching ball? Non, mais pour la scène. Pour la menace d'avocat. Si on recule, peut-être qu'elle remettra l'argent. Peut-être qu'elle nous laissera tranquilles. Elle ne nous laissera jamais tranquilles, ai-je dit. Elle sent la peur, Sarah. Si nous reculons maintenant, elle nous possédera pour toujours. Elle possédera Léo. J'ai tapé une réponse au numéro. Allez-y et dites à votre mère que j'espère qu'elle aime les combinaisons oranges. J'ai envoyé. Matt, a halté Sarah. Je vais me coucher, ai-je dit. J'ai une réunion avec Evelyne le matin. Tu dois décider de quel côté tu es, Sarah. Parce qu'il n'y a plus de juste milieu. Je suis monté à l'étage, laissant ma femme seule dans la cuisine avec la preuve de la trahison de sa mère. Je ne savais pas si elle me suivrait. Je ne savais pas si notre mariage survivrait à cela. Mais alors que j'étais allongé dans mon lit, écoutant la respiration douce de Léo depuis la pièce voisine, je savais une chose avec certitude. Les fantômes du manoir Sterling nous avaient hantés assez longtemps. Il était temps de les exorciser. Le lendemain matin, la guerre n'a pas seulement frappé à notre porte. Elle l'a enfoncée. Je me suis réveillé et Sarah n'était pas dans le lit. Mon cœur a battu la chamade une seconde, pensant qu'elle était partie. Qu'elle était retournée chez sa mère comme elle menaçait toujours de le faire quand les choses devenaient difficiles. Mais alors j'ai senti le café. Je l'ai trouvée dans la cuisine, toujours en pyjama, fixant son téléphone. Elle avait l'air pâle. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, me versant une tasse. « Ma carte de crédit a été refusée », a-t-elle dit, sa voix creuse. J'ai essayé de commander des courses en ligne, refusé. Fonds insuffisant. J'ai froncé les sourcils. C'est impossible. Nous avons des économies. J'ai ouvert notre application bancaire. Mon estomac s'est noué. Le compte joint, $0. Le compte d'épargne, $0. Elle l'a vidé, ai-je murmuré. Comment diable a-t-elle vidé nos comptes? Le compte joint est lié à l'ancien compte fiduciaire familial, a dit Sarah, ses mains tremblantes. Depuis que j'étais à l'université. Maman est toujours signataire. Je ne l'ai jamais retiré. Je n'ai pas pensé, tu n'as pas pensé qu'elle volerait sa propre fille, ai-je terminé pour elle. Elle l'a vidé. Matt, notre fonds d'urgence, le paiement de l'hypothèque, tout. J'ai claqué le téléphone sur le comptoir. C'est illégal. Elle ne peut pas simplement prendre notre argent. Elle ne l'a pas pris, a dit Sarah, montrant une note de transaction. Elle l'a gelé, l'a transféré sur un compte séquestre en attendant une enquête pour abus de personnes âgées. Abus de personnes âgées? J'ai ri. Un son dur et aboyant. Elle a giflé un enfant de 8 ans et elle prétend à l'abus de personnes âgées. Elle manipule le récit, a dit Sarah. Elle dit à tout le monde que tu l'as menacée, que tu as essayé de l'extorquer à Thanksgiving. Laisse-la leur dire, ai-je dit. Nous avons les relevés bancaires. Nous avons le visage meurtri. J'ai attrapé mes clés. Je vais à la banque. Puis je vais chez Evelyne. Tu restes ici. Ne réponds pas à la porte. Ne réponds pas au téléphone. Matt, a dit Sarah. Elle s'est levée. Je viens avec toi.
Je l'ai regardé. Vraiment? Elle a pris notre argent, a dit Sarah, sa voix trouvant un tranchant soudain. Elle a frappé mon fils, et maintenant elle essaie de nous affamer. J'en ai assez d'avoir peur, Matt. Elle a couru à l'étage pour se changer. 5 minutes plus tard, nous étions en voiture. Nous avons déposé Léo chez mon ami Dave. Dave était un grand gaillard, un ancien flic. Personne ne passe le portail, il m'a promis. Occupe-toi de tes affaires. À la banque, c'était une impasse. Le directeur, un type qui jouait clairement au golf avec Arthur Sterling, nous a fait tourner en rond. C'est une affaire familiale complexe, a-t-il dit en transpirant. Nous devons suivre le protocole. Protocole? Je me suis penché sur son bureau. Le protocole, c'est du vol. Je veux que mon argent soit libéré. Je ne peux pas faire ça, monsieur, a-t-il dit. Pas tant que le blocage légal n'est pas levé. Nous avons quitté la banque sans rien. Prochaine étape, le bureau d'Evelyn Vance. Evelyn avait 70 ans. Elle était vive comme l'attaque et fumait de fines cigarettes qui sentaient les clous de girofle. Son bureau était dans un immeuble en briques brunes dans la ville, rempli de livres et de l'odeur de vieux papier. Elle joue sale, a dit Evelyn, regardant les avis bancaires que nous lui avions montrés. Manuel Sterling standard. Affamer l'adversaire. Les faire supplier. Nous ne supplions pas, ai-je dit. Bien, a souri Evelyn. C'était un sourire de loup. Parce que j'ai quelque chose de mieux. Elle a sorti un dossier. J'ai assigné les registres du concessionnaire ce matin. Cette Lamborghini, Julien l'a signée, mais le chèque est venu directement de la fiducie. Et devinez qui l'a contresigné. Eleanor, ai-je dit. Arthur, a corrigé Evelyn. J'ai cligné des yeux. Ah. Mon beau-père. Il ne signe rien. Il est terrifié d'elle. Apparemment pas assez terrifié pour éviter la fraude, a dit Evelyn. La signature d'Arthur est sur les formulaires de libération, ce qui signifie qu'il est complice, et cela nous donne un levier. Comment, a demandé Sarah. Arthur est le maillon faible, a expliqué Evelyn. Eleanor est du fer. Vous frappez du fer, ça sonne. Arthur est du verre. Vous frappez du verre, ça se brise. Nous nous attaquons à Arthur. Nous avons passé les 3 heures suivantes à rédiger une injonction d'urgence. Evelyn a travaillé rapidement. À midi, nous avions une ordonnance du tribunal pour geler les actifs restants de la fiducie et une audience prévue pour lundi, mais le vrai coup est arrivé cet après-midi-là. Mon patron a appelé, Matt, j'ai besoin que tu viennes tout de suite. Je suis allé à l'entreprise. Sarah a attendu dans la voiture. Mon patron, Greg, avait l'air misérable. Il ne me regardait pas dans les yeux. Écoute, Matt, tu sais que je t'aime bien. Tu es mon meilleur designer. Va droit au but, Greg, ai-je dit. Nous avons perdu le contrat de Riverside aujourd'hui. Il a dit que les promoteurs s'étaient retirés. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas travailler avec une entreprise qui emploie des éléments instables. Éléments instables? Ils ont cité un rapport de police, a dit Greg, glissant un papier sur son bureau, déposé ce matin, affirmant que vous avez agressé une personne âgée dans une résidence privée la nuit dernière. C'est un mensonge, ai-je dit. Elle a giflé mon fils. Je ne l'ai pas touché. Ça n'a pas d'importance, a soupiré Greg. Le projet Riverside vaut 3 millions de dollars. Les sterling. Ils connaissent du monde, Matt. Ils ont menacé de mettre l'entreprise sur liste noire si je ne vous renvoyais pas. Alors, vous me virez? Je vous mets en congé sans solde illimité, a dit Greg. Jusqu'à ce que ça s'éclaircisse. Je suis désolé, Matt. J'ai aussi une famille. Je suis sorti du bureau, portant une boîte de mes affaires. Quand je suis arrivé à la voiture, Sarah a vu la boîte. Elle n'a pas posé de questions. Elle savait. Elle a commencé à pleurer. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Tout est de ma faute. Non, ai-je dit, en mettant la boîte dans le coffre. C'est la guerre. Je me suis assis sur le siège conducteur et je me suis tourné vers elle. Sarah, écoute-moi. Ils ont pris mon emploi. Ils ont pris notre argent.
Ils ont blessé notre fils. Ils pensent que cela nous brise. J'ai démarré la voiture, mais ils ont oublié une chose. Quoi, a-t-elle reniflé. Je n'ai plus rien à perdre. Et un homme qui n'a rien à perdre est l'homme le plus dangereux sur Terre. Nous sommes rentrés à la maison, mais je ne suis pas entré. J'ai déposé Sarah et lui ai dit que j'avais une course à faire. Où vas-tu, a-t-elle demandé. Chercher le verre, ai-je dit. Et le briser. Je me suis rendu dans un petit restaurant en bordure de la ville, un endroit appelé le Rusty Spoon. Je savais qu'Arthur Sterling s'y rendait tous les vendredis après-midi pour prendre un café et une tarte, seul. C'était sa seule échappatoire à Eleanor. Je suis entré. Il était là, assis dans une cabine à l'arrière, lisant un journal. Il avait l'air petit, abattu. Je me suis glissé dans la cabine en face de lui. Il a sursauté, manquant de renverser son café. Matthew, Arthur, ai-je dit. Vous ne devriez pas être ici, a-t-il murmuré, regardant autour de lui nerveusement. Si Eleanor le sait, Eleanor n'est pas là, ai-je dit. Il n'y a que nous. J'ai posé la copie de la facture de la Lamborghini sur la table. Vous avez signé ça, ai-je dit. Arthur a regardé le papier. Son visage est devenu gris. J'ai dû. Elle m'a forcé. Elle vous a forcé à voler votre petit-fils, ai-je demandé. Elle vous a forcé à commettre une fraude? Vous ne comprenez pas, a plaidé Arthur. Elle contrôle tout. L'argent, la maison. Si je ne fais pas ce qu'elle dit, elle me coupe les vivres. Je suis un vieil homme, Matt. Je n'ai nulle part où aller. Vous êtes un lâche, ai-je dit. Il a tressailli. Vous l'avez regardé frapper Léo, ai-je dit, ma voix montant. Vous l'avez regardé et vous n'avez rien fait. Tout comme vous n'avez rien fait quand elle a viré Marcus. Tout comme vous n'avez rien fait quand elle a tourmenté Sarah pendant des années. Arthur a baissé les yeux sur ses mains. J'ai essayé de l'arrêter avec Marcus une fois et elle a menacé de me dénoncer, a-t-il murmuré. Dénoncer quoi? Arthur a levé les yeux. Ses yeux étaient remplis d'un secret désespéré et terrifié. Les dettes, a-t-il dit. La fortune sterling. C'est parti, Matt. C'est parti depuis des années. Je l'ai fixé. Quoi? La maison est hypothéquée jusqu'au cou, a-t-il avoué, les mots se précipitant. Les investissements ont échoué. Nous vivons à crédit et avec des prêts depuis une décennie. Eleanor, elle refuse de réduire. Elle a besoin de l'image. Alors, elle emprunte et elle me fait signer. Donc, l'argent de la fiducie, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement pour la voiture. Arthur a dit que c'était pour payer les intérêts des prêts, pour garder les lumières allumées un mois de plus. Elle a volé Léo pour payer sa vanité. C'était ça. La fissure dans l'armure. Arthur, ai-je dit, vous avez un choix à faire tout de suite. Vous pouvez couler avec elle parce que je vais révéler ça. Je vais montrer au monde que l'Empire Sterling est un château de cartes et quand la police viendra pour la fraude, ils verront votre signature. Il a commencé à trembler. Ou, ai-je dit, me penchant, vous pouvez m'aider. M'aider? Comment? Donnez-moi le reste, ai-je dit. Donnez-moi les registres, les vrais, pas les comptes truqués qu'elle montre à l'IRS. Donnez-moi la preuve de là où l'argent est allé. Elle va me tuer, a-t-il murmuré. Elle ira en prison, ai-je dit. Et vous, si vous coopérez, peut-être qu'Evelyn pourra vous accorder un accord. Peut-être que vous pourrez enfin être libre d'elle. Arthur m'a regardé. Pendant un instant, j'ai vu le fantôme de l'homme qu'il aurait pu être. Un père, un grand-père. Il y a une clé USB, a-t-il dit doucement. Dans le coffre-fort de la bibliothèque, elle garde le vrai grand livre là-bas. Et autre chose. Quoi d'autre? La dernière vidéo d'Harold, a dit Arthur. Avant de mourir, il a fait une vidéo. Eleanor pense qu'elle l'a détruite, mais j'en ai gardé une copie. Qu'est-ce qu'il y a sur la vidéo, Arthur? Il m'a regardé dans les yeux. La vérité sur qui possède réellement le domaine. Mon cœur battait la chamade. Allez la chercher pour moi. Je ne peux pas y retourner tout de suite. Elle me surveille. Alors ce soir, ai-je dit, je viendrai au portail arrière à minuit. Vous apporterez la clé USB.
Si je me fais prendre, si vous ne le faites pas, ai-je dit, vous sauvez votre âme. Faites-le pour Léo. S'il vous plaît. Arthur a hésité. Puis lentement, il a hoché la tête. Minuit, a-t-il dit. J'ai quitté le restaurant. Mon sang chantait. Le château de cartes vacillait. Et ce soir, j'allais le faire s'écrouler. La lune était cachée derrière d'épais nuages alors que je garais ma voiture à un pâté de maison du domaine Sterling. Il était 23h50. L'air était froid, mordant à travers ma veste, mais je transpirais. Je me suis faufilé vers le portail arrière, l'entrée de service. C'est là que passaient les traiteurs et les jardiniers, les gens qu'Eleanor Sterling prétendait ne pas exister. J'ai vérifié ma montre. 23h58. J'ai attendu. Les ombres des arbres s'étiraient comme de longs doigts agrippants. Chaque bruissement de feuilles sonnait comme un pas. L'avait-elle attrapé? La police m'attendait-elle à la place? À minuit 5, une silhouette a émergé de l'obscurité du jardin. C'était Arthur. Il portait un trench coat sur son pyjama, serrant un petit sac en plastique. « Matt » a-t-il murmuré. « Je suis là » ai-je dit, sortant de l'ombre. Il m'a tendu le sac. À l'intérieur se trouvait une clé USB argentée. Elle me semblait lourde dans ma main, plus lourde que le plastique et le métal ne devrait l'être. On aurait dit une arme. « Tout est là » a dit Arthur, sa voix tremblante. Le grand livre, la vidéo et les emails. Quels emails? Entre Eleanor et le directeur de la banque, a dit Arthur, prouvant qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Prouvant la préméditation. Merci, Arthur, ai-je dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vraiment? Il a regardé le manoir imposant. J'ai l'impression d'être Judas. Judas a trahi un homme innocent, ai-je dit. Vous trahissez un monstre. Rentrez avant qu'elle ne se réveille. Il s'est tourné pour partir, puis s'est arrêté. Matt, sois prudent. Julian sait que tu prépares quelque chose. Il est instable. Il boit depuis ton départ. Je peux gérer Julian, ai-je dit. J'ai roulé directement chez Evelyn. Elle était réveillée, m'attendant. Nous avons branché la clé USB sur son ordinateur portable sécurisé. Ce que nous avons trouvé était explosif. Le grand livre montrait des millions de dettes. La richesse était un mirage, mais la vidéo était l'option nucléaire. Nous avons cliqué sur le fichier nommé eral-final-testament.mp4. L'écran a clignoté et il y avait Harold Monroe, le grand-père de Sarah. Il avait l'air frêle, assis dans son fauteuil, branché à un réservoir d'oxygène, mais ses yeux étaient vifs. Si vous regardez ceci, a râlé Harold. Alors Eleanor l'a fait. Elle a trahi ma confiance. Il a toussé, prenant un moment pour respirer. Je connais ma fille. Elle aime le pouvoir plus que les gens. Elle pense que le sang est tout. Elle a tort. Harold s'est penché vers la caméra. J'active le protocole de sécurité. Clause 7b de mon testament original. Si Eleanor Sterling est reconnue coupable de manquement à ses devoirs fiduciaires, ou si elle nuit à l'un de mes descendants, spécifiquement mon arrière-petit-fils Léo, son usufruit est révoqué. J'ai halté. La propriété du manoir Sterling, le terrain et tous les actifs restants la contourneront, ainsi que ma petite-fille Sarah, que je crains trop sous l'emprise de sa mère, et seront immédiatement transférés au tuteur désigné de mon arrière-petit-fils. Il a fait une pause. Ce tuteur est Matthew, le seul homme de cette famille à avoir de la colonne vertébrale. Evelyn a mis la vidéo en pause. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Savez-vous ce que cela signifie, Matt? Cela signifie, j'ai lutté pour trouver les mots. Cela signifie que je possède la maison. Cela signifie que vous possédez tout, a dit Evelyn. En tant que fiduciaire pour Léo, si nous pouvons prouver qu'elle a manqué à son devoir, et avec ce grand livre, nous le pouvons. Elle est actuellement en violation de propriété dans votre maison. Je me suis assis, stupéfait. L'ironie était suffocante. Le bâtard était le maître du domaine. Mais nous devons sécuriser cela, a dit Evelyn, repassant en mode avocate. Nous devons déposer cela dès lundi matin. D'ici là, vous devez rester discret. Ne leur faites pas savoir que nous avons cela.
Je suis rentré chez moi. Sarah m'attendait. Je lui ai tout raconté. Elle a regardé la vidéo, des larmes coulant sur son visage en entendant la voix de son grand-père. Il savait, a-t-elle murmuré. Il savait que tu étais le bon. Il savait que nous protégerions Léo, ai-je dit. Le dimanche passa dans un flou d'anxiété. Nous avons gardé les rideaux tirés. Chaque voiture qui passait devant notre maison nous faisait sursauter. Puis, à 16 heures, la sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. Ce n'était pas la police. Ce n'était pas Eleanor. C'était un homme grand et noir en blouson de cuir et une femme à ses côtés. C'est Marcus, a haleté Sarah. Mon frère. J'ai ouvert la porte. Marcus avait l'air plus vieux que sur ses photos, mais il avait les yeux de Sarah. Il m'a regardé, puis Sarah. J'ai entendu dire qu'il y avait une guerre, a-t-il dit. Un petit sourire jouait sur ses lèvres. J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de renfort. Sarah a volé dans ses bras. Ils ont pleuré, se tenant l'un l'autre pour la première fois en 20 ans. Comment avez-vous su, ai-je demandé, lui serrant la main. Arthur m'a appelé, a dit Marcus. Papa, il avait l'air différent. Effrayé mais éveillé. Il m'a raconté ce qui était arrivé à Léo. Il m'a raconté ce que tu avais fait. Marcus m'a regardé avec respect. Personne ne lui a jamais tenu tête comme ça. Pas même moi. Je suis juste parti. Toi tu es resté et tu t'es battu. Je ne pouvais pas laisser mon fils, ai-je dit. Moi non plus, a dit Marcus. Il a fait signe à la femme. C'est Kesha, ma femme. Kesha a souri chaleureusement. Nous avons apporté de la nourriture et nous avons apporté autre chose. Quoi? De la terre, a dit Marcus. Je surveille Julien depuis des années, au cas où. Vous savez, il a un problème de jeu. Je m'en doutais, ai-je dit. Il doit de l'argent à des gens peu recommandables à Atlantic City, a dit Marcus. Ce transfert de 50 000 $ que vous avez vu, ce n'était pas juste de l'argent de poche. C'était de l'argent de protection. Si nous exposons cela, si nous montrons aux requins que l'argent sterling a disparu, Julien se retournera contre sa mère en un battement de cœur pour sauver sa peau. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, moi, Sarah, Marcus, Kesha, les marginaux, les bâtards. Nous les avons encerclés, ai-je dit, regardant la carte des preuves que nous avions construite. Nous avons la fraude, les dettes, la vidéo, le jeu. Alors, quand frappons-nous, a demandé Marcus. Demain, ai-je dit. L'audience est à 9 heures. Nous y allons et nous mettons fin à tout cela. Mais l'ennemi n'attendait pas demain. Ce soir-là, alors que nous élaborions une stratégie, une pierre a traversé la fenêtre de notre salon. Le verre a volé en éclats partout. Léo a crié de l'étage. J'ai couru à la fenêtre. Dehors, un SUV noir s'est enfui. Enroulé autour de la pierre, il y avait un mot. Abandonner le procès ou l'enfant est le prochain. Sarah a crié, serrant le mot. Ils vont lui faire du mal. Matt, nous devons arrêter. Non, ai-je dit, ma voix froide comme la glace. J'ai regardé le verre brisé, puis ma famille terrifiée. Ils viennent de faire leur dernière erreur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Evelyn. Déposer la plainte pénale, ai-je dit, ce soir et appeler le shérif. Je veux une escorte policière jusqu'au palais de justice demain. Matt, êtes-vous sûr, a demandé Evelyn. J'en ai assez de jouer en défense, ai-je dit. Il est temps de tout brûler. Lundi matin, les marches du palais de justice étaient bondées. Eleanor avait appelé la presse. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Elle voulait m'humilier publiquement. Elle voulait que le titre soit « Gendre cupide attaque veuve ». Elle se tenait là dans une robe noire, l'air frêle et compatissant, tapotant ses yeux secs avec un mouchoir. Julien se tenait à ses côtés, l'air à moitié endormi mais arrogant dans son costume italien. Nous sommes arrivés en 2 voitures, moi et Sarah à l'avant, Marcus et Kesha à l'arrière. Une voiture de police nous a escortés. Quand Marcus est sorti de la voiture, le murmure dans la foule s'est transformé en un halètement. Le fils prodigue était revenu. Les yeux d'Eleanor se sont écarquillés. Pendant une seconde, son masque a glissé. Elle avait l'air terrifiée.
Nous avons monté les marches, ignorant les questions hurlantes des journalistes. Monsieur Sterling, est-il vrai que vous avez extorqué votre belle-mère? Madame Sterling, pourquoi poursuivez-vous votre propre mère? Nous n'avons rien dit. Nous sommes entrés dans la salle d'audience 4B. Le juge Thornton présidait. C'était une femme connue pour dévorer les menteurs au petit déjeuner. Tout le monde se lève. L'audience a commencé. L'avocat d'Eleanor, un type élégant nommé Maître Blackwood, a commencé sa déclaration liminaire. Votre honneur, il s'agit d'une simple affaire d'un parent mécontent qui tente de profiter d'une veuve en deuil. Monsieur Matthew Sterling a porté des accusations sans fondement, harcelé ma cliente et lui a causé une grave détresse émotionnelle. Nous demandons que la pétition soit rejetée et qu'une ordonnance de restriction soit délivrée. Le juge Thornton a regardé Evelyn. Madame Vance. Evelyn s'est levée. Elle n'avait pas de discours. Elle avait une pile de papier. Votre honneur, nous ne sommes pas ici pour un débat. Nous sommes ici pour une mise en accusation. Nous avons des preuves de grand vol, de fraude, de faux et d'agression. Objection, a crié Blackwood. Ce sont des allégations non prouvées. Alors prouvons-les, a dit Evelyn. Elle a appelé son premier témoin. Pas moi, pas Sarah. J'appelle Arthur Sterling à la barre. Eleanor s'est figée. Elle s'est tournée pour regarder son mari. Ses yeux étaient des poignards. N'ose pas. Son regard disait. N'ose pas. Arthur s'est avancé à la barre. Il avait l'air tremblant, pâle comme s'il allait s'évanouir. Mais il s'est assis. Monsieur Sterling, a dit Evelyn, avez-vous signé un formulaire de libération pour une Lamborghini Urus achetée avec des fonds du Harold Monroe Educational Trust? Arthur a regardé Eleanor. Puis il m'a regardé. Puis il a regardé le siège vide où Léo serait. Non, a dit Arthur. Eleanor a laissé échapper un soupir de soulagement. Je ne l'ai pas signé librement, a poursuivi Arthur. Ma femme, Eleanor. Elle a falsifié ma signature sur la demande initiale, puis elle m'a forcé à signer la libération en menaçant de me couper mes médicaments. La salle d'audience a halté. Eleanor s'est levée. Ah, espèce de vieux fou menteur. Asseyez-vous, Madame Sterling. Le juge Thornton a frappé son marteau. Une autre crise, et je vous déclarerai en état d'outrage. Arthur a poursuivi, des larmes coulant sur son visage. Elle a tout dépensé, la fiducie, les économies. Elle a volé les enfants pendant des années pour payer ses fêtes, les dettes de Julian. Il a pointé son fils. Parlez-leur d'Atlantic City, Julian. Dites-leur où sont passés les 50 000. Julian a bondi. Tais-toi, vieil homme. Asseyez-vous, a aboyé l'huissier, se dirigeant vers Julian. Evelyn a souri. Merci, monsieur Sterling. Pas d'autres questions. Puis elle s'est tournée vers le juge. Votre honneur, nous avons des relevés bancaires prouvant le vol, mais nous avons quelque chose de plus important concernant la fiducie. Elle a branché son ordinateur portable. Je voudrais diffuser un testament vidéo du défunt Harold Monroe. Objection. Oui dire, a hurlé Blackwood. C'est un codicile vérifié au testament, votre honneur, a dit Evelyn. Authentifié par horodatage numérique. Diffusez-le, a ordonné le juge Thornton. La vidéo a été diffusée sur les grands écrans. La voix d'Harold a rempli la pièce. Si Eleanor nuit à mes descendants, son usufruit est révoqué. Eleanor a regardé l'écran, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Elle ne savait pas. Elle ne savait vraiment pas. La propriété sera transférée immédiatement à Matthew. Quand ces mots ont été prononcés, le silence dans la salle d'audience était absolu. Eleanor s'est lentement tournée pour me regarder. L'arrogance avait disparu. La haine avait disparu. Tout ce qui restait était un choc pur et non frelaté. C'est un faux, a-t-elle hurlé. C'est un deepfake. Il n'a jamais dit ça. Nous avons les métadonnées originales, a dit Evelyn calmement. C'est réel. Le juge Thornton a regardé les documents. Elle a regardé le grand livre. Elle a regardé la photo du visage meurtri de Léo que nous avions soumise comme pièce à conviction à. Elle a retiré ses lunettes. Madame Sterling, a dit la juge,
sa voix dégoulinante de dédain. Au cours de mes 20 ans sur le banc, j'ai vu la cupidité. J'ai vu la cruauté. Mais j'ai rarement vu une grand-mère voler son propre petit enfant pour acheter une voiture de sport. J'investissais, a balbutié Eleanor. C'était pour l'image de la famille. Le garçon. Il n'a pas besoin d'argent. Il est quoi, a demandé le juge Thornton. Dites-le. Sous serment. Eleanor m'a regardé. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Le poison était trop profond. Ce n'est pas l'un des nôtres, a-t-elle craché. Il est commun. Il ne mérite pas l'héritage Sterling. Eh bien, a dit le juge Thornton, il semble que l'héritage Sterling soit la dette et la fraude, et vous avez raison sur une chose. Il ne mérite pas ça. Il mérite la justice. Le marteau est tombé. Bang. J'accorde la pétition. Eleanor Sterling est par la présente destituée de son rôle de fiduciaire. J'émets un ordre immédiat de restitution de tous les fonds détournés. Et en raison de la clause de sécurité du testament d'Harold Monroe, je confirme le transfert du domaine Sterling à Matthew Sterling en tant que fiduciaire. Quoi, a hurlé Eleanor. Vous ne pouvez pas. C'est ma maison. Plus maintenant, a dit le juge Thornton, c'est sa maison. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux. Et la juge a ajouté en regardant l'huissier. Concernant l'agression et la fraude. Je renvoie cette affaire au procureur pour poursuite pénale. Huissier, mettez Madame Sterling et Monsieur Julian Sterling en détention pour interrogatoire concernant les accusations de grand vol. Les huissiers se sont avancés. Julian a essayé de courir. Je ne l'ai pas fait. C'était elle. Elle m'a forcé. Il a été plaqué avant d'atteindre la porte. Eleanor est restée figée alors que les menottes se refermaient sur ses poignets. Elle a regardé Sarah. Sarah, a-t-elle crié. Fais quelque chose. Je suis ta mère. Sarah s'est levée. Elle a regardé sa mère. Vraiment. La regarder pour la première fois sans peur. Non, a dit Sarah. Tu es la femme qui a frappé mon fils. Elle lui a tourné le dos. J'ai regardé Eleanor être emmenée. Elle est passée à côté de moi. Nos yeux se sont rencontrés. Vous avez tout ruiné, a-t-elle sifflé. Non, Eleanor, ai-je dit calmement. Je viens de tout réparer. Les portes de la salle d'audience se sont refermées derrière elle. C'était fini. Le silence après un ouragan est étrange. On s'attend à la paix, mais on ne voit que les débris. Nous sommes sortis du palais de justice sous le soleil aveuglant. Les journalistes étaient toujours là, mais les questions avaient changé. Monsieur Sterling, comment vous sentez-vous après le verdict? Sarah, saviez-vous pour la fraude? Nous les avons ignorés et sommes montés dans la voiture. Marcus a poussé un long sifflement grave. Sacré nom, a-t-il dit. Tu ne l'as pas seulement battu. Tu l'as atomisé. Sarah tremblait. J'ai passé mon bras autour d'elle. C'est bon. C'est fait. Vraiment, a-t-elle demandé. Elle ne cessera jamais de nous haïr. Elle peut nous haïr depuis une cellule de prison, ai-je dit. Nous sommes allés directement au domaine. Nous avions 48 heures, mais le juge nous avait donné la possession immédiate pour sécuriser les actifs. Quand nous sommes arrivés aux portes, le garde de sécurité, celui qui ricanait autrefois de ma voiture, nous a vus arriver. Il a ouvert la porte immédiatement. Il savait qui était le nouveau patron. Nous avons remonté la longue allée. La Rolls-Royce avait disparu. La Lamborghini avait disparu. Saisie par la banque il y a 1 heure. La maison avait l'air différente maintenant. Elle n'avait pas l'air effrayante. Elle avait juste l'air vide. Un grand tas de pierres bâties sur des mensonges. Nous sommes entrés. Le personnel était rassemblé dans le hall, l'air nerveux. Monsieur Sterling, a dit le majordome. Nous ne savions pas. C'est bon, ai-je dit. Tout le monde garde son emploi, mais les choses vont changer ici. Je suis entré dans la salle à manger. Les morceaux brisés de l'assiette en porcelaine étaient toujours sur le sol là où elle les avait laissés à Thanksgiving. Personne n'avait osé les nettoyer. J'ai regardé le bout de la table. La chaise. La chaise d'Harold. Je m'en suis approché.
J'ai passé ma main sur le velours. Léo, ai-je appelé. Nous l'avions récupéré en chemin. Il a couru dans la pièce, tenant son carnet de croquis. Il s'est arrêté quand il a vu la chaise. Il a tressailli. C'est bon, mon pote, ai-je dit. Je l'ai soulevé et l'ai assis juste au centre de la chaise. Elle l'a englouti, mais il avait l'air d'un roi. C'est ta chaise maintenant, ai-je dit. Tu peux t'asseoir ici quand tu veux. Léo a souri. Un vrai sourire hésitant. Vraiment? Vraiment. Et si quelqu'un te dit le contraire, tu lui dis de parler à ton papa. Sarah est entrée et nous a vus. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Elle s'est approchée et nous a serrés tous les deux. Nous sommes à la maison, a-t-elle murmuré. Arthur n'est pas retourné à la maison. Il a déménagé chez sa sœur en Floride le lendemain. Il a envoyé une lettre d'excuse disant qu'il ne pouvait pas faire face aux souvenirs. Je ne lui en voulais pas. Julien était en liberté sous caution, mais son passeport avait été saisi. Il travaillait dans un lave-auto en ville, le seul endroit qu'il embauchait. Le karma a le sens de l'humour. Et Eleanor, elle était en cellule de détention en attendant son procès. Ses biens étaient gelés. Ses amis l'avaient abandonnée. La reine des abeilles était seule. 2 jours plus tard, je suis allé lui rendre visite. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais besoin de tourner la page. Elle était assise derrière la cloison vitrée, vêtue d'une combinaison orange. Elle avait l'air vieille. Le maquillage avait disparu. Ses cheveux étaient gris et plats. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une vieille femme amère. Elle a décroché le téléphone. « Êtes-vous ici pour vous vanter ?» a-t-elle demandé. Sa voix était rauque. « Non, ai-je dit, je suis ici pour vous dire que Léo va bien. » Son ecchymose s'estompe. « Je me fiche du garçon » a-t-elle claqué. Mais il n'y avait pas de feu dans sa voix. « Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi vous êtes ici. Et c'est pourquoi vous ne le reverrez plus jamais. » Je sortirai, a-t-elle dit. J'ai des avocats. Vous avez des avocats commis d'office, ai-je corrigé. Evelyne a saisi vos comptes de provision. Vous êtes ruiné, Eleanor. Elle a tressailli. Cela lui a fait plus mal que la cellule de prison. Pourquoi, a-t-elle murmuré. Pourquoi n'avez-vous pas pu simplement connaître votre place? Je l'ai fait, ai-je dit. Ma place est de me tenir devant mon fils, de le protéger de gens comme vous. Je me suis levé pour partir. Matthew, a-t-elle appelé. Je me suis arrêté. La maison, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Prenez soin de la maison. C'est l'héritage Sterling. Je l'ai regardé. Non, Eleanor, ai-je dit. C'est juste une maison. L'héritage, ce sont les gens qui s'y trouvent, et nous allons en construire un nouveau, un avec amour, un sans vous. J'ai raccroché le téléphone. Je suis sorti de la prison et suis allé sur le parking. Le soleil se couchait. J'ai pris une profonde inspiration. L'air avait un goût doux. Je suis monté dans ma voiture, ma berline fiable de 4 ans, et je suis rentré chez moi, pas au manoir. Nous n'allions pas y vivre. Nous allions le vendre. Chaque brique, chaque statue, chaque acre. Nous allions prendre l'argent et le placer dans une vraie fiducie pour Léo. Et nous allions acheter une belle maison normale avec un grand jardin pour qu'il puisse y jouer. Une maison où personne ne se souciait des lignées de sang. Une maison où la seule chose qui importait était que nous soyons là les uns pour les autres. 1 an plus tard, l'odeur des petits pains brûlés est distincte. Elle est âcre, acide et indubitable. Au manoir Sterling, un petit pain brûlé aurait été une catastrophe. Cela aurait entraîné le renvoi du chef, les cris d'Eleanor à propos de son incompétence, et le dîner entier aurait été retardé de 45 minutes pendant que de nouveaux petits pains étaient procurés dans une boulangerie française de la ville. Mais dans notre maison, ça sentait juste le mardi. Ou plutôt, ça sentait le premier vrai Thanksgiving de nos vies. Matt, les petits pains, a crié Sarah depuis la cuisine, en riant. Je suis entré en courant, j'ai attrapé les gants de four et j'ai sorti le plateau. La fumée a envahi mon visage. Les dessus étaient carbonisés, noirs. Ils ressemblaient à des palets de hockey. Eh bien,
ai-je dit, en toussant et en chassant la fumée. Je suppose que nous aurons du pain extra croustillant cette année. Sarah s'est appuyée contre le comptoir, essuyant la farine de son front. Elle avait l'air fatiguée, mais c'était une bonne fatigue. Celle qui vient de faire quelque chose que l'on aime, et non de brandir un bouclier contre la maltraitance émotionnelle. Elle était belle. Elle avait l'air libre. Penses-tu que Marcus s'en souciera, a-t-elle demandé. Marcus a vécu dans un dortoir universitaire pendant 4 ans et a mangé des nouilles instantanées, ai-je dit, en jetant le plateau sur le support de refroidissement. Il s'en fichera. Il est juste heureux d'être ici. Nous avions déménagé 3 mois après le procès. Nous n'avons pas acheté de manoir. Nous n'avons même pas regardé les communautés fermées. Nous avons acheté une ferme à environ 40 minutes de la ville. Elle avait 4 chambres, un grand porche enveloppant, et 5 acres de terrain envahis par la végétation et sauvage. En tant qu'architecte paysagiste, c'était le projet de mes rêves. En tant que père, c'était ma forteresse. Le domaine Sterling, le mausolée de marbre froid et de cœur plus froid, avait disparu. Nous l'avons vendu à un milliardaire de la technologie de la Silicon Valley qui le voulait pour la déduction fiscale. Nous avons aussi vendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Les vases Ming, les chaises en velours, les lustres en cristal. Nous avons liquidé l'héritage Sterling et mis chaque sou dans une fiducie anonyme pour Léo et pour les enfants de Marcus. La seule chose que nous avons gardée était la photo d'Harold Monroe. Elle était maintenant sur notre cheminée, veillant sur un salon en désordre, bruyant et plein de vie. La sonnette a retenti. Ce n'était pas un carillon qui résonnait dans un hall caverneux. C'était juste un buzzer. « Je vais ouvrir » a crié Léo. Je l'ai regardé courir vers la porte. Il y a 1 an, il ne regardait même pas la porte. Il se cachait derrière mes jambes. Il voyait toujours le docteur Chin tous les jeudis pour parler de ses cauchemars, de la sensation de tomber, de la gifle cinglante. La guérison n'était pas une ligne droite. Il y avait de mauvais jours. Il y avait des jours où il demandait si grand-mère allait venir le chercher. Mais aujourd'hui n'était pas un mauvais jour. Il a ouvert la porte en grand. Oncle Marcus. Marcus se tenait là, tenant une énorme friteuse à dinde et souriant d'une oreille à l'autre. Kesha était derrière lui avec des tartes et leurs 3 enfants. Maya, James et le petit Dion les dépassaient déjà pour aller dans le jardin. « Salut, petit homme. » Marcus a soulevé Léo. « Tu grandis chaque fois que je te vois. Qu'est-ce qu'il te donne à manger ?»« Des petits pains brûlés, » a ri Léo. Nous avons tous ri. C'était un son qui remplissait la maison, rebondissant sur les murs. Le dîner fut chaotique. Nous avions traîné une 2e table dans la salle à manger pour que tout le monde puisse s'asseoir. Les nappes ne correspondaient pas. Les couverts venaient d'Ikea, et c'était parfait. Je me suis assis en bout de table, non pas parce que je l'avais exigé, mais parce que Marcus m'avait tiré la chaise. Au patriarche, avait-il plaisanté. Au gars qui a brûlé le pain, ai-je corrigé. Nous avons fait le tour de la table, disant ce pourquoi nous étions reconnaissants. Quand ce fut le tour de Sarah, elle m'a serré les mains si fort que j'ai cru qu'elle allait me briser les doigts. Je suis reconnaissante pour le courage, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Et pour les secondes chances. Quand ce fut le tour de Léo, la table est devenue silencieuse. Nous ne l'avons pas forcé. Il s'est levé sur sa chaise, sa propre chaise dans sa propre maison. Je suis reconnaissant pour mes cousins, a-t-il dit, montrant Maya et James. Et je suis reconnaissant que personne ne crie ici. J'ai senti une boule dans la gorge, de la taille d'une balle de golf. J'ai regardé Marcus. Il a essuyé une larme de son œil et m'a fait un signe de tête. Après le dîner, pendant que les enfants couraient dehors dans l'air vif de novembre, Marcus et moi étions sur le porche avec des bières. « Tu as des nouvelles de Julian ?» a demandé Marcus. J'ai entendu dire qu'il avait été viré du lave-auto, ai-je dit. Quelque chose à propos de voler de la monnaie dans les cendriers. Pathétique. Marcus a secoué la tête. 31 ans et il ne peut pas garder un emploi pendant 3 mois. Maman lui a vraiment fait du mal. Elle l'a paralysé avec le luxe. Il appelle toujours Sarah, ai-je dit, prenant une gorgée de bière, demandant de l'argent, suppliant, disant que ce n'est qu'un prêt. Elle répond ? Non. Elle l'a bloqué, mais ça lui fait mal. Je le vois.
Et maman, a demandé Marcus. Le mot « maman » me semblait étrange entre nous. Pénitencier d'état lourd, ai-je dit, 3 à 5 ans pour grand vol et fraude. Elle travaille à la blanchisserie. La blanchisserie? Marcus a ricané d'un rire sombre. Eleanor Sterling pliant les draps des autres. Il y a un Dieu. Elle envoie des lettres, ai-je admis, à moi, pas à Sarah. Que dit-elle? Elle négocie. Elle menace. Puis elle supplie. La semaine dernière, elle a proposé de me dire où elle avait caché le reste des bijoux. Si seulement je mettais de l'argent sur son compte de cantine. Tu l'as fait? Non, ai-je dit. J'ai brûlé la lettre. Marcus a regardé le champ où nos enfants jouaient à chat. Léo courait, les joues rosées, criant de rire tandis que James le poursuivait. Tu nous as sauvés, Matt, a dit Marcus doucement. Tu sais ça? Si tu n'avais pas trouvé cette vidéo, si tu ne t'étais pas levé, je serais encore à Chicago à penser que ma sœur me détestait. Mes enfants ne connaîtraient pas leur cousin. Harold nous a sauvés, ai-je dit. J'ai juste transmis le message. Tu étais le message, a corrigé Marcus. Harold t'a choisi pour une raison. Plus tard ce soir-là, après le départ de Marcus et de sa famille, Sarah et moi nettoyions la cuisine. La maison était de nouveau calme, mais c'était un calme chaleureux. Matt, a dit Sarah, en essuyant une assiette. J'ai trouvé quelque chose dans les relevés bancaires pour la clôture de la succession. Un transfert? Mon estomac s'est serré. Oh, un transfert vers une maison de retraite à Boca Raton, a-t-elle dit. Pour Arthur Sterling. Elle s'est tournée pour me regarder. Ses yeux cherchaient les miens. Les documents de la fiducie disaient que papa avait été coupé. Elle disait qu'il était complice. Qu'il n'avait rien eu. Il n'a rien eu, ai-je dit en frottant une casserole un peu trop fort. Alors qui a payé la maison de retraite? Matt, c'est une belle maison. Chambre privée. Vue sur l'océan. Payé pour 5 ans. J'ai arrêté de frotter. J'ai soupiré. C'est un vieil homme, Sarah, ai-je dit doucement. Et c'est ton père. Il était faible. Il était lâche. Il t'a laissé tomber 1000 fois. Mais il m'a donné la clé USB. Sans ça, nous aurions perdu. Alors, tu as payé pour ça, a-t-elle demandé. De ta propre poche. J'ai utilisé ma commission sur la vente de la Rolls-Royce, ai-je dit. J'ai pensé que c'était une justice poétique. La voiture préférée d'Eleanor payant la liberté de son mari. Sarah m'a regardé. Puis elle s'est approchée et a enroulé ses bras autour de ma taille, enfouissant son visage dans ma poitrine. Tu es un homme bon, Matthew Sterling, a-t-elle marmonné dans ma chemise. Meilleur qu'il ne le méritait. Je ne l'ai pas fait pour lui, ai-je dit, posant mon menton sur sa tête. Je l'ai fait pour moi parce que si je le laissais à la rue, je serais comme elle. Cruelle, vindicative, et je me suis promis de ne jamais être comme elle. Eh bien, Sarah s'est reculée et a souri, ses yeux humides. Tu as échoué à être Eleanor, mais tu réussis à être le meilleur mari du monde. Je prendrai ce titre, ai-je dit. Je suis monté à l'étage pour voir Léo. Il dormait, étalé sur son lit. La chambre était en désordre. Des Legos sur le sol, des dessins scotchés au mur. C'était une chambre d'enfant, pas une exposition de musée. J'ai enjambé une pile de bandes dessinées et je me suis assis sur le bord de son lit. Il a bougé, clignant des yeux. Papa, a-t-il murmuré. Salut, mon pote, je viens juste voir. Tu as passé une bonne journée. Oui, a-t-il bâillé. James a dit que j'étais rapide. Il a dit que je devrais rejoindre l'équipe d'athlétisme. Tu es rapide, j'ai souri. Peut-être que nous t'inscrirons au printemps. Il a bougé, remontant sa couette. Papa. Oui. Grand-mère ne reviendra jamais? La question est restée en suspens. C'était le monstre sous le lit. La peur que la paix soit temporaire. J'ai balayé ses cheveux de son front. L'échymose avait disparu depuis longtemps. Plus même un souvenir sur sa peau. Non, Léo, ai-je dit fermement. Elle ne reviendra pas. Elle ne peut plus te faire de mal. Ni oncle Julien. Cette maison.
C'est notre forteresse. Personne n'entre sans notre invitation. Comme un château? Exactement comme un château. Et tu es le prince, il a souri, les yeux se fermant. Et tu es le roi. Je ne suis que le chevalier qui garde le portail, ai-je murmuré. Je l'ai regardé dormir longtemps. J'ai pensé au chemin qui nous avait menés ici. La peur sur le parking. Le bruit de la gifle. Les 6 mots que j'avais murmurés qui avaient brisé une dynastie. Mon avocat est déjà impliqué. Cela semble si simple maintenant. Mais à ce moment-là, c'était comme sauter d'une falaise. Nous avions reconstruit à partir des décombres. Le nom Sterling, autrefois synonyme de pouvoir et de cruauté, n'était plus qu'un nom dans un dossier judiciaire. Mais la famille, la vraie famille, nous étions plus forts que jamais. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la propriété. Le clair de lune frappait les vieux chênes que je prévoyais d'élaguer au printemps. J'avais des projets pour cette terre. Une cabane dans les arbres pour Léo, un jardin pour Sarah, un endroit où les choses poussaient au lieu de stagner. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était une notification du système de messagerie de la prison. Le détenu Sterling a demandé à vous ajouter à sa liste de visites. Accepter ou refuser. J'ai regardé l'écran. J'ai pensé à la femme qui avait appelé mon fils un bâtard. J'ai pensé à la femme qui avait volé son avenir pour acheter une voiture. J'ai pensé à la femme qui était assise dans une cellule de prison et pensait toujours qu'elle était la victime. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de haine. Je ne ressentais juste rien. Elle était un fantôme et je ne crois pas aux fantômes. J'ai appuyé sur refuser. Puis j'ai bloqué le numéro. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé sur la commode. Je suis sorti de la pièce, laissant la porte ouverte juste un entrebâillement pour que la lumière du couloir puisse chasser les ombres. Je suis descendu et me suis versé un verre d'eau. La maison se préparait pour la nuit, les boiseries grinçaient dans l'air frais. C'était un son réconfortant, le son d'un foyer habité. Je me suis assis sur les marches du porche, regardant l'obscurité. Il faisait froid, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais le froid. Cela me rappelait que j'étais vivant. Cela me rappelait que je pouvais ressentir des choses. Pendant longtemps, j'ai pensé que la famille était quelque chose dans lequel on essaie. J'ai pensé que c'était une loterie. Certaines personnes comme Julian et Sarah ont gagné le gros lot. Ils ont eu le manoir, les fonds fiduciaires, l'héritage. Certaines personnes comme moi ont tiré la courte paille, des foyers d'accueil, des sacs poubelles comme valises, un sentiment constant d'être un invité dans sa propre vie. Mais j'avais tort. Harold Monroe savait que j'avais tort. Il a passé ces derniers jours, regardant sa propre chair et son propre sang se déchirer pour des bouts de papier. Et il a réalisé la vérité. Il a vu un architecte paysagiste sans pédigré, un homme que sa fille appelait bâtard. Et il a vu la seule personne qui se souciait réellement de son arrière-petit-fils. Il a vu que le sang n'est que de la biologie. L'amour est un choix. Eleanor a choisi le pouvoir. Elle a choisi l'image de la perfection plutôt que la réalité désordonnée de l'amour. Et finalement, ce choix l'a laissée avec rien d'autre qu'une cellule de béton et un reflet qu'elle ne peut probablement pas supporter de regarder. J'ai choisi Léo. J'ai choisi Sarah. J'ai choisi de me lever quand il aurait été plus facile de s'asseoir. Quand j'ai regardé Eleanor ce Thanksgiving, quand j'ai vu sa main frapper mon fils, quelque chose en moi a cédé. Mais ce n'était pas une rupture. C'était un réalignement. C'est le moment où j'ai réalisé que mon manque de pédigré était en fait mon super pouvoir. Je n'avais pas d'héritage à protéger. Je n'avais pas d'image à maintenir. Je n'avais pas à me soucier de ce que penserait le country club. Je n'avais qu'à me soucier du petit garçon qui me regardait, attendant de voir si son père était assez fort pour le sauver. Et je l'étais. C'est le véritable héritage que je laisse à Léo. Pas l'argent, bien qu'il l'ait maintenant, protégé et en sécurité. Pas la maison, mais la connaissance qu'il vaut la peine de se battre pour lui. La connaissance qu'il a sa place non pas à cause de l'ADN qu'il partage, mais parce qu'il est aimé férocement, de manière protectrice et inconditionnelle. L'Empire Sterling est poussière, mais ce que nous avons construit à sa place. Cela durera éternellement parce que nous l'avons construit sur la seule fondation qui compte. Nous étions là.
Cette histoire peut ressembler à un drame sur des gens riches et un héritage, mais à la base, elle parle de quelque chose de beaucoup plus universel, les limites et l'estime de soi. Beaucoup d'entre nous, peut-être vous qui regardez ceci en ce moment, avons un sterling dans nos vies. Ce n'est peut-être pas une belle-mère riche. C'est peut-être un patron qui vous rabaisse, un frère ou une sœur qui profite de vous, ou un ami qui n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Ils utilisent la peur, la culpabilité ou l'obligation pour vous maintenir en ligne. Ils vous font vous sentir petit pour qu'ils puissent se sentir grands. Mon histoire est la preuve que le silence n'est pas la paix. Maintenir la paix en acceptant les abus ne fait que vous détruire de l'intérieur. J'ai attendu des années pour me lever parce que je me sentais inférieur. J'ai laissé mon passé définir ma valeur. Mais au moment où j'ai tracé une ligne dans le sable, non pas avec la violence, mais avec des limites légales et morales fermes, la dynamique du pouvoir a changé instantanément. Vous n'avez pas besoin d'une vidéo secrète ou d'un avocat comme Evelyne pour reprendre votre pouvoir. Vous avez juste besoin de réaliser que « non » est une phrase complète. Protéger votre paix et vos enfants est plus important que protéger l'ego de quelqu'un d'autre. Et rappelez-vous, la famille n'est pas toujours le sang. La famille, ce sont les gens qui respectent vos limites, qui célèbrent vos joies et qui se tiennent à vos côtés quand le monde semble s'écrouler. Si votre famille de sang vous fait du mal, vous avez tout à fait le droit d'en construire une nouvelle. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Ce fut un long voyage, et si vous êtes toujours là, je vous apprécie plus que vous ne le savez. Quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée de ma bataille avec Eleanor? Était-ce à propos de l'argent, de la protection d'un enfant, ou du courage de briser des cycles toxiques? Ou si vous avez déjà dû tenir tête à un membre de votre famille toxique pour vous protéger ou protéger vos enfants, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Faisons de cette section de commentaires un lieu de soutien et de force partagée. Si l'histoire a résonné en vous, commentez simplement « bien » ci-dessous. Voir ce mot me dit que ces souvenirs douloureux ont servi un but, celui d'aider quelqu'un d'autre à se sentir un peu moins seul et un peu plus courageux. Merci d'avoir écouté. Merci de faire partie de ma nouvelle famille.